tous, merci d'être présents pour cette 4e édition du Lab 3A consacrée à l'agriculture, l'agroalimentaire et l'alimentation. Aujourd'hui, nous abordons le thème de l'agriculture et ses réseaux de distribution. Pour l'occasion, nous sommes installés au sein du mine, sur un des carreaux du mine. Le mine de Montpellier, donc, qui aujourd'hui nous accueille et nous avons parmi nous d'ailleurs le directeur, monsieur Olivier Laureau. Merci de nous accueillir. Avant de vous donner la parole, je voudrais juste rappeler que le mine, en quelques chiffres, c'est 150 millions de chiffres d'affaires, c'est 520 emplois directs et également 220 entreprises qui, chaque jour ou quasiment, sont installées dans les locaux. Première question, quand est-ce qu'est né le mine et quel est son rôle aujourd'hui? Merci Monsieur Laforge et merci à Midi Libre d'avoir pensé à vous installer sur le mine pour parler de la distribution, parce que effectivement je pense que le mine est un lieu, sinon le lieu emblématique de la distribution, en particulier sur les circuits courts. Historiquement, pour répondre à votre question plus précise, l'allègement des circuits de distribution est l'un des objectifs primordiaux que s'est fixé le gouvernement dans les années 50. Le but à atteindre étant de rechercher le meilleur prix, c'est-à-dire à la fois le plus bas possible pour le budget du consommateur et procurant au producteur une juste rémunération de son travail. Donc je vous remets l'exposé des motifs, voilà, je vous remercie, qui ont conduit juridiquement à la création des mines. Avec beaucoup de fierté d'ailleurs, parce que ces choses-là ne sont pas suffisamment dites. Et je profite de l'occasion que vous soyez ici présent pour le dire et le répéter et le rappeler. Combien de mines compte notre région Occitanie? Sous le statut juridique de mine, excusez-moi d'être précis, mais il y en a deux, il y a Toulouse et Montpellier. Ensuite, il existe des marchés de gros qui sont à Béziers, à Narbonne. Avant, il y en avait également à Nîmes. Excusez-moi, j'ai oublié Perpignan. Qui maillent le territoire comme ça et dont s'approprient les producteurs pour mettre en marché sous forme de circuits courts auprès uniquement des professionnels, puisque nous sommes uniquement réservés à la distribution des produits auprès des professionnels. Cela veut dire que le particulier ne peut pas venir faire ses courses aux mines? Le particulier peut s'inscrire à des visites encadrées, ne peut pas venir acheter sur un mine. D'accord. Alors, on va continuer le tour de table. Nous avons aussi parmi nous donc M. Fage-Galtier, qui est vice-président de la Chambre d'agriculture d'Aveyron, vice-président de la FDSEA, mais également éleveur, vous faites du lait, du fromage et de la viande, c'est ça? Oui. Tout ça en vente directe. D'accord. Pour une partie, à travers aussi certains réseaux de distribution. Ouais. Après, vous allez nous expliquer justement quels sont vos réseaux de distribution. Est-ce que d'ailleurs l'Aveyron bénéficie des mêmes réseaux de distribution que les grandes villes, les grandes métropoles comme Montpellier ou Nîmes peut-être? Dites-moi peut-être. Alors c'est sûr que l'éloignement est un facteur qui ne peut pas être neutre. Maintenant, bon, on a quand même des routes. On aura bientôt une autoroute qui ira à Toulouse. On en a une qui vient à Montpellier. Bon, c'est beaucoup plus difficile. Quand on est au milieu du plateau de l'Aubrac ou dans la Lozère, de venir aux mines, par exemple. Et c'est là que les chambres d'agriculture ont tout leur rôle de création de liens entre les agriculteurs et les différents partenaires des filières. D'ailleurs, tout à l'heure, nous reviendrons justement sur le rôle des chambres, sur éventuellement le développement demain d'un nouveau modèle de distribution, éventuellement, et quel rôle pourraient jouer la chambre et les collectivités. Mais on y reviendra tout à l'heure. Je continue mon tour de table. Monsieur Régis Marcon, qui lui est un agriculteur retraité, installé à Saint-Laurent-des-Gouzes, dans le Gard. Alors vous êtes membre de deux associations, Prodoc et APRO, donc une association locale et régionale. Dites-nous d'un mot un petit peu quelles sont ces deux associations, quels sont leurs rôles. Bonjour. Le rôle de l'association est de regrouper au départ
tous les intervenants agricoles qui sont sur le mine de Montpellier. Et est née de cette structure d'association. Cette association, elle regroupe une quarantaine d'adhérents qui se trouvent sur la périphérie de Montpellier, principalement dans l'Hérault, un petit peu dans le Gard. Et ça, c'était pour Aprodoc. Et cette association se regroupe au niveau de l'Occitanie sur une association qui s'appelle APRO et qui regroupe l'ensemble de ces structures qui sont Et alors, départementales. quel est l'objectif de cette association? De laquelle Pardon? De laquelle Prodoc, on va dire. Prodoc. Alors l'objectif, c'est d'essayer d'aller vers le client avec le produit qu'il désire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Vous répondez à la demande du consommateur. Vous répondez à la demande du consommateur. on répond à la demande du consommateur, des consommateurs et des différentes filières qui accompagnent le produit jusqu'au consommateur. Donc aujourd'hui, on a besoin de préparation si on veut rentrer dans les GMS. Et ces préparations, il faut que nous puissions soit les faire dans l'association, soit avoir des ateliers particuliers. D'accord. Donc l'association œuvre pour faire dans le sein de l'association cette structure qui amènera le produit un peu plus loin. D'accord. Donc vous travaillez avec la grande distribution. Et on travaille aussi avec la grande distribution, mais très très peu. Donc, individuellement, les adhérents travaillent avec la grande distribution. C'est mon cas, c'est le cas de M. Bonnefond, mais ce n'est pas le cas de l'association. L'association, elle a beaucoup d'adhérents qui ont des produits bruts qui arrivent des champs, qui ne sont pas calibrés pour correspondre au marché national. Il va falloir qu'on s'en occupe, mais pour cela, il faut regrouper l'offre, ce que nous essayons de faire. Et alors, le mine ne regroupe pas cette offre-là? Vous êtes obligé de créer une association? Et oui, parce que individuellement, si personne ne prend en charge l'évolution de la structure agricole pour la formater au format que nous réclame la GMS ou la grande distribution, on ne peut pas le faire. Ça demande trop d'investissement. Associativement, on est en capacité de pouvoir le faire. D'accord. Et là, nous avons le mine de Montpellier qui est pour nous une grande aide. D'accord. Monsieur Leroux. En fait, il s'agit aussi d'une plateforme logistique, physique, qui s'implante sur un mine, parce que la logistique a un rôle primordial dans la structuration de l'offre dont parlait M. Marcon. Vous avez d'autres associations de ce type? On a des coopératives d'acheteurs D'accord. qui se regroupent sur le mine pour acheter collectivement, dans la filière viande en l'occurrence. Monsieur Oui. Galtier. Je voulais juste signaler que l'association APRO est donc une association de la grande région et une émanation des chambres d'agriculture, puisque sont adhérentes les 14 chambres d'agriculture et les 6 plateformes qui sont dans la région qui existent. Et demain, il y aura une plateforme par département, voilà, et qui travailleront à travers APRO. D'accord. Et en date, c'est quoi? C'est dans les années à venir? Ah ben on y travaille, la mandature a commencé l'an dernier, et donc on y travaille. Voilà. Il y avait donc nécessité de créer ces structures-là. Oui, parce que quoi qu'il en soit, le but c'est donner de la valeur aux agriculteurs, créer du lien entre les agriculteurs, les distributeurs, et massifier l'offre. Alors, nous sommes ici au milieu du carreau de M. Bonnefond. Merci aussi de nous accueillir. Emmanuel Bonnefond, donc vous êtes avec vos frères producteurs, vous êtes maraîchers, hein, donc sur la région de Vic-la-Gardiole. Alors, on est allé vous rendre visite hier sur votre terre, et vous êtes l'occasion de découvrir un petit peu votre travail en images. Voilà. Donc, bonjour, je suis Emmanuel Bonnefond, maraîcher sur Vic-la-Gardiole et Latmorin.
Je suis associé avec mes deux frères Guillaume et Mathieu. On a pris la suite de nos parents qui se sont installés sur Vic-la-Gardiole en 1983. Depuis, l'exploitation s'est développée. Et en se développant, elle s'est spécialisée dans la culture de la salade. Donc depuis presque 10 ans, l'exploitation est adhérente à l'association Terre de Languedoc-Roussillon, par l'intermédiaire duquel nous sommes certifiés ISO 14001. Et depuis janvier cette année, on est HVE niveau 3. Donc au niveau de nos clients, en fait, de nos circuits de distribution, on a beau être une exploitation assez importante, on a toujours fait, et je pense qu'on continuera toujours à faire du circuit court. C'est-à-dire qu'on a 4 grands types de clients. Le client historique, c'est le marché-gare de Montpellier, avec une trentaine de primeurs régionaux, donc de Sète jusqu'à Nîmes, qu'on livre 5 fois par semaine sur le site de Mines Mercadis à Montpellier. Dans un deuxième temps, qui a accompagné l'évolution de l'exploitation, il y a un partenariat qui a été créé en 1985 avec Carrefour, avec la livraison en direct, donc chaque jour, quotidiennement avec nos camions. De la même façon, un partenariat s'est développé et fonctionne très bien avec l'enseigne Métro, qui est libre service de gros, c'est-à-dire surtout axé sur la restauration. Donc de la même façon, on livre par nos propres moyens avec des tournées quotidiennes tous les jours. Et pour compléter ces 3 gros clients qui représentent à peu près 25-30% de nos ventes, on travaille avec un primeur, avec un grossiste sur Narbonne. La grande distribution, c'est le gros avantage, c'est quand même un gros volume de vente. Et les contraintes, finalement, avec notre système, on n'en a pas trop. Il y a une vraie... ça va un peu à l'encontre des idées reçues, mais l'enseigne Carrefour nous paye vraiment très bien notre marchandise, nous permet d'être rentable, nous permet d'investir, nous permet de travailler dans des bonnes conditions. Et c'est quand même une sécurité de revenus. Et l'intérêt de travailler en direct avec le magasin, on échange beaucoup avec eux. Si nous on a trop de salades d'une variété, on peut leur déclencher une promotion. Voilà, il y a du dialogue et c'est vraiment intéressant et ça fonctionne très bien. C'est vrai que depuis quelques années, on se rend compte que la consommation de salade a tendance un petit peu à baisser. Et c'est vrai que dans notre raisonnement, plutôt que de chercher des nouveaux clients, comme tous nos clients, que ce soit le marché-gare, Carrefour ou Métro, sont très contents de bosser avec nous, on a plutôt décidé d'optimiser nos tournées de livraison, c'est-à-dire de cultiver plus de légumes différents. Donc c'est vrai que ces dernières années, on a développé la blette, les épinards, la mâche, le persil, il y a très longtemps qu'on l'a. Mais voilà, on cherche à développer, à produire et à vendre plus de produits différents aux mêmes clients, mais toujours dans la gamme d'ultra frais. Alors en fait, le circuit court, on a vraiment l'impression d'en faire et on en a toujours fait. Après, c'est vrai qu'on entend plus circuit court par vente directe, donc on est sollicité un peu régulièrement, surtout au moment du premier confinement, pour vendre à la ferme ou à l'exploitation. Notre souci principal à ce niveau-là, c'est notre manque de diversification. C'est vrai que les gens, ça ne les intéresse pas trop de venir que pour la salade, même si on fait 15 variétés différentes. Donc on est quand même bloqué là-dessus. Et il nous faudrait une structure d'exploitation, plus de maraîchage ceinture verte, avec beaucoup plus de légumes en petite quantité. 90% de nos salades sont vendues dans un rayon de 100 km. Donc du circuit court, c'est exactement ce qu'on fait, quoi. Alors à vous écouter, Monsieur Bonnefond, la grande distribution, c'est quand même le réseau de distribution le plus efficace, mais même le plus rémunérateur, alors qu'on a tendance aujourd'hui à avoir une image plutôt binaire, de dire le circuit direct, la vente directe, le circuit court est plus intéressant que la grande distribution qui, elle, exploite, entre guillemets. Est-ce que c'est le cas pour vous? Dites-moi. Bonjour à tous. Nous, l'exploitation s'est développée avec nos clients du marché-gare, mais également aussi avec la grande distribution. L'exploitation s'est spécialisée dans la salade au fur et à mesure de son évolution. C'est des vrais partenaires. Je ne peux pas utiliser un mot mieux, c'est-à-dire que c'est un dialogue. Il faut être fort avec la grande distribution. Et je pense que la grande distribution a besoin aussi de producteurs forts, de producteurs solides, de producteurs rentables. Nous, on a toujours perçu ça comme du gagnant-gagnant. Quand vous dites un producteur fort, ça veut dire qu'un producteur qui peut être dans l'échange et avoir suffisamment de reins solides pour pouvoir répondre aux demandes, pour pouvoir même peut-être exiger, non? Oui, c'est une vraie réflexion.
on est obligé de parler de la marge. La rentabilité, elle découle de là. Et j'aime pas quand on raisonne trop en prix de marché. Il peut y avoir des producteurs qui plantent la marchandise et puis il y a une petite statistique qui est parlante. On dit qu'en France, s'il y a 10% de surproduction en salade, le cours de la salade il va chuter de 50%. Donc il faut maîtriser sa production, il faut l'organiser et il faut savoir à qui on va vendre. Il faut être fort, il faut arriver à maintenir son prix. Qui pour l'organiser alors? C'est qui? C'est le producteur qui s'organise? C'est des structures qui n'existent pas peut-être qu'il faudrait créer? C'est une stratégie qu'il faut avoir. C'est vrai elle peut être collective, mais elle peut être aussi individuelle. Nous, c'est vrai qu'on a fonctionné comme ça. Monsieur Laureau, là-dessus? Vous disiez qu'il manquait de structures. Oui, je pense qu'il y a des structures à la fois commerciales et logistiques qui n'existent pas sur nos territoires, qui existent sur d'autres territoires en France, voire à l'étranger, qui auraient toute leur place dans nos régions de production. Un exemple pour être concret. En Belgique, ils ont Flandria, qui sont des coopératives de coopératives. En Belgique, ils ont Prince de Bretagne. En Italie, ils ont des consortiums de coopératives à Bologne. Nous, ici, en Languedoc, on se cherche encore. Pourquoi ça pêche? C'est quoi? C'est le monde agricole qui est trop individualiste, qui n'arrive pas à se fédérer? Alors là, je vais poser la question à la fois à M. Laureau, mais aussi également à M. Fage-Galtier. Non, je ne pense pas. Je pense que le monde agricole est resté sur une structuration de filières et est en train de changer. Et c'est là aussi où demain, il y a tout le rôle des chambres d'agriculture de faire, et ça a été la volonté de la création des chambres d'agriculture, et c'est son rôle d'engendrer les mutations et de les vulgariser auprès des agriculteurs. Donc il y a une prise de conscience aujourd'hui, si j'ai bien compris, de ces structures qui manquent en fait. Oui, parce qu'aujourd'hui, on est forcé de constater que les filières ancestrales, qu'elles soient laitières ou en viande, même certaines en fruits et en légumes, ne sont plus rémunératrices pour les agriculteurs. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'agriculteur est la variable d'ajustement. Le prix n'est pas construit à partir du coût de production de l'agriculteur et du fait qu'il puisse en vivre, mais le prix est construit du fait de combien on va vendre aux consommateurs, et il en découle, une fois tous les intermédiaires rémunérés, un prix aux producteurs. D'où l'intérêt de la vente directe dont on parlait tout à l'heure, c'est celle d'amener au plus loin sa production, c'est ça? Oui, voilà. Et d'ailleurs, je voudrais avoir l'avis de M. Marcon là-dessus. Amener le plus loin possible son produit jusqu'au magasin, jusqu'au consommateur, c'est une volonté de votre association? Oui, bien sûr. Alors, l'agriculteur, quand on parle d'agriculteur, on oublie souvent que c'est la famille. C'est une famille d'agriculteurs qui est généralement autonome et qui vit de son métier. Donc cette famille-là, elle a pour habitude de servir des clients. Et ces premiers clients sont généralement des clients autour du village, où on sert en direct, en visuel, les gens qui veulent bien acheter la marchandise et qui généralement viennent vers nous parce qu'ils ont confiance en nous. Mais quand cette marchandise s'éloigne de nous, elle perd notre identité. Et ça, c'est problématique pour plusieurs raisons. Parce que le fait de rentrer dans la grande distribution et dans les filières de vente, les produits se mélangent, les produits s'embrouillent et ils n'ont plus d'image à l'arrivée. Aujourd'hui, la grande distribution est en train de tirer à elle l'image de l'agriculteur plus que le produit agricole. Elle veut se redonner une santé en disant que l'agriculteur, c'est lui. Donc, on utilise l'image de l'agriculture beaucoup moins que le produit. Alors, avant de donner la parole à M. Laureau pour continuer cette conversation, je voudrais qu'on regarde quelques images. Alors, on aurait souhaité effectivement avoir parmi les intervenants des représentants de la grande distribution, mais malheureusement, nous n'avons eu personne. Mais en revanche, on a fait un film qui nous explique un petit peu à Leclerc de Saint-Onès le fonctionnement de la grande distribution face à la production locale.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Centre Leclerc de Saint-Onès. Je suis Marion Courtin, la responsable marketing et réseaux sociaux du magasin. Aujourd'hui, nous allons parler alliance locale. Nous lançons ce jour un catalogue spécifique mettant en avant les producteurs locaux avec qui nous travaillons. L'enseigne Leclerc, nous sommes des indépendants avec une liberté d'action, des prises de décision en interne qui nous permettent également de travailler justement sous cette collaboration étroite que nous pouvons développer avec la participation de nos différents managers. Merci Marion. Nous sommes ici sur le rayon fruits et légumes. Nous sommes dans le rayon salade et nous travaillons aujourd'hui avec la Garcia qui est sur Moggio et la Mota qui est sur le Cress, située sur le Cress qui est juste à côté. Nous travaillons aussi avec la Rosée qui est située sur Moggio et nous travaillons le melon, les carottes et les fraises. La Rosée, c'est un partenariat qui dure depuis 1993, depuis l'ouverture du magasin. Nous avons aussi sur le traiteur la tielle de Sète et nous avons les huîtres de Cossel au rayon poisson qui représentent sur l'année 45% du chiffre d'affaires. Bon, donc merci à Bernard. Donc après les fruits et légumes, il est normal dans l'enseigne Leclerc de se retrouver dans la cave à vin où le vin est un poids lourd des produits du secteur. Les vins du Languedoc représentent 50% de la globalité du rayon vin. Et donc nous sommes ici dans la cave à vin où nous travaillons en direct avec 80 fournisseurs producteurs locaux. Donc depuis le Covid, ça n'a rien changé à nos négociations. On était déjà engagés dans cette démarche, sauf quelques exemples bien particuliers comme la chocolaterie du Blason dans la galerie qui était, comme le Covid a eu lieu juste avant Pâques, on a pu la dépanner à faire du dépôt-vente dans l'hypermarché pour lui permettre de passer ses produits. Alors les intérêts des producteurs locaux de venir travailler avec Leclerc Saint-Onès, c'est tout d'abord d'avoir un accès à un canal de distribution où ils peuvent se faire connaître plus facilement et sur un grand nombre de consommateurs. Ensuite, pour les producteurs très proches de nous, c'est peu de frais de transport, une réactivité dans les commandes, un délai de paiement aussi à 30 journettes, on peut le dire. On ne fait pas traîner les factures, surtout on ne fait pas traîner les factures et encore moins sur eux. Et donc l'avantage pour nous, c'est de proposer une offre variée à nos clients sur des produits locaux. Donc ceux qu'ils ont l'habitude de consommer et qu'ils recherchent en général. On vient d'entendre le rôle des intermédiaires, parce que c'est un peu ça aussi, parce que le début de la chaîne, on a le producteur, en bas, au bout, on a le consommateur, et au milieu, on a ces fameux intermédiaires qui sont souvent décriés, sur lesquels on dit c'est là que se paie, et c'est là que c'est le secteur qui coûte le plus cher. Est-ce que c'est la réalité, Monsieur Leroux? Est-ce que les intermédiaires sont justement trop gourmands, et il y en a trop, peut-être, est-ce qu'on peut faire sans? La preuve peut-être là, comme dit les responsables du Leclerc de Saint-Onès. Bon, alors votre question, elle est trop polémique pour que je réponde en 1 minute 30. Mais en revanche, je vais rappeler que sur ce carreau, il y a 700 commerçants indépendants qui, à l'année, fréquentent le carreau et achètent des produits locaux et utilisent ou n'utilisent pas, ou pas suffisamment, l'image des producteurs en circuit court, puisque finalement, ils ne représentent qu'un seul intermédiaire. D'accord. Donc on est dans la définition du circuit court. Après, est-ce qu'ils sont trop gourmands? C'est l'offre et la demande, en l'occurrence, qui fixent les prix. J'ai tendance à dire, s'ils étaient trop gourmands, eh bien, les producteurs pourraient s'adresser à d'autres acheteurs aussi pour écouler leurs marchandises. Alors, est-ce que c'est le fait d'exister, ou est-ce que c'est la partie, la construction juridique du système d'intermédiaire qui pourrait être revue? Je vais revenir, avant de parler de la partie juridique, je parlerai de la partie concurrence. Les mines ont pour vocation, en tant que service public, d'abord d'éclairer aussi nos élus sur l'importance de maintenir dans la distribution, quel qu'en soit le stade, au stade de gros comme au stade de détail, de maintenir une diversité dans la distribution. C'est fondamental. Et ensuite, lorsqu'on s'approprie cette notion-là, effectivement, on peut faire le tri
entre des intermédiaires, des distributeurs sous des statuts de société classiques, familiales, à responsabilité limitée, et des statuts plus anonymes, comme les sociétés anonymes, qui se sont attribuées depuis quelques années la distribution agricole, la distribution alimentaire, alors qu'au départ, elles n'ont pas été créées pour ça, ces sociétés anonymes. Donc c'est là que le bas blesse. Nous, on a tendance à penser que toutes les notions de transparence qu'aujourd'hui le citoyen recherche, transparence sur la provenance, sur la qualité, sur le prix, sont masquées par l'opacité du statut anonyme des sociétés qui se sont emparées de ces métiers-là. Monsieur Fage-Galtier, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je voudrais réagir au reportage qu'on vient de voir. Et on aurait voulu dénoncer la captation de l'image des agriculteurs par la grande distribution. On n'aurait pas fait mieux que ce qu'on vient de voir. Je suis désolé. Donc, Et tout simplement, je dirais que la grande distribution est aujourd'hui prête à rémunérer l'image de Zidane, de Mbappé, mais pas des agriculteurs. Et là, c'est quand même un problème. Et c'est pas d'aujourd'hui. Ça date depuis... Non, mais c'est pas d'aujourd'hui, mais il faudrait que ça cesse parce que les agriculteurs sont au bout des choses en termes de rémunération. Et alors, est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure relation si on éliminait les centrales d'achat? Parce que est-ce que si on passait directement du producteur au responsable d'enseigne sans la plateforme, est-ce que ça serait, enfin, sans la centrale d'achat, est-ce que ça ne serait pas une solution? Nous, historiquement, c'est ce qu'on a toujours voulu faire et c'est ce qu'on a toujours fait, aussi bien avec l'ancienne Carrefour qu'avec l'ancienne Métro. On est passé en direct avec les magasins et c'est vrai que ça nous donne une liberté de réactivité. On peut rajouter du service aussi avec des livraisons décalées, des dépannages, tout ça. Là encore, c'est vraiment du gagnant-gagnant pour les deux partenaires, quoi. D'accord. Monsieur Marco? On pourrait toujours imaginer que tout le monde profite de notre produit tel qu'il sort de nos champs. Mais il faut que les produits circulent, qu'ils aillent vers le consommateur. Et ça, ce sont des métiers différents que le métier de producteur. Donc nous avons besoin d'échelles intermédiaires, de manière à amener le produit un peu plus loin. Nous avons besoin de filières de transport pour pouvoir les amener sur un GIS, par exemple. Et ensuite, ces produits, il faut qu'ils soient redistribués dans chaque plateforme pour être ensuite redistribués. Donc ce sont des métiers qui n'appartiennent plus à l'agriculture. Et ça, on en a besoin dans la structuration de l'offre. Mais l'agriculteur, il ne faut pas que ce soit à son dépit. Il faut qu'il puisse, lui, en vivre. Bien entendu. Monsieur Fage-Galtier, vous voulez réagir? Oui, et puis ce modèle est valable quand on est dans un rayon de 50 km de Toulouse ou de Montpellier. Mais quand vous êtes dans la Lozère, dans le Lot, dans l'Aveyron ou dans l'Ariège, il faut une structuration. Il faut une structuration justement pour que... Et une structuration maîtrisée par les producteurs, c'est ça? Exactement. Maîtrisée par les producteurs. Et là, de toute façon, le bon sens paysan fait que si l'intermédiaire maîtrisé par les agriculteurs coûte trop cher, l'agriculteur dit stop, là il faut qu'on change de modèle. Donc c'est ça, c'est de ces structures-là que vous voudriez voir naître dans les prochaines années et sur lesquelles vous travaillez avec les chambres d'agriculture et, si j'ai bien compris, la chambre régionale d'agriculture, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. Et si vous voulez, toutes les chambres d'agriculture sont partie prenante et la chambre régionale chapeaute le tout et fait en sorte qu'il y ait du lien entre les différentes chambres de cette grande région. Parce que pour couper court à des rêves, j'ai envie de dire, alors peut-être qu'on coupe pas court, je vais vous poser la question, mais est-ce que demain on pourrait avoir une agriculture en France qui ne vit que par les circuits courts ou les ventes directes? Est-ce que c'est une utopie ou est-ce que c'est possible? Alors je vous pose la question à tous les quatre. Monsieur Laureau. On parle beaucoup de circuits courts. Est-ce qu'on ne peut pas élargir au circuit de proximité aussi? Au circuit de proximité. Circuit court, j'y crois moyennement. Circuit de proximité, oui, on pourrait. On pourrait avoir demain une agriculture qui soit basée que sur du circuit de proximité.
Oui, ce qui ne veut pas dire qu'on serait autonome alimentairement. Hein. Faut pas Oui, confondre. la souveraineté alimentaire ne serait peut-être pas au rendez-vous. Et je pense que l'agriculture, en particulier dans cette région, a besoin d'expédier. Enfin, on ne va pas parler de la filière liquide, des liquides, mais si on reste sur les solides, elle a besoin d'expédier aussi. Il y a beaucoup de production de pommes, d'asperges qui sont expédiées partout Moi, En Aveyron, comment ça marche? Non, mais je ne pense pas, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'agriculteurs qui veulent produire et qui disent c'est pas mon métier de transformer, d'emballer, de distribuer. Et ça se respecte. Voilà. D'accord. C'est bon de fond là-dessus, sur le sujet? C'est vrai qu'actuellement, je trouve qu'il y a vraiment une image du circuit court qui est véhiculé, qui est perçu par le grand public. Qui est très tendance d'ailleurs. Qui est très tendance et qui est un peu déformé par les médias. Voilà, on a l'impression que le circuit court, c'est forcément un C15 avec une table de camping et un papy avec un chapeau de paille. Non, le circuit court, ça peut être une taille différente, ça peut être des... Ce qui est le cas pour vous et avec votre propriété. Oui, voilà, enfin, nous vraiment, on fait du circuit court, je l'expliquais dans le film. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'explique, déjà circuit court par l'intermédiaire de la grande distribution, par l'intermédiaire de métro, déjà les gens commencent à tiquer. Le circuit court, c'est aussi avec le marché-gare. Il y a plusieurs façons de... Il faut amener de la nuance en fait. Et c'est vrai que les médias, souvent, c'est soit tout blanc, soit tout noir. C'est un effet de mode, vous pensez? Oui, c'est un effet de mode. On voit beaucoup, on regarde sur les réseaux sociaux, on s'y intéresse un peu. On voit de la permaculture, on voit des très belles photos, des très belles couleurs, de la rhubarbe en 3 couleurs, des bottes de radis, c'est joli. Mais voilà, on parle quand même de nourrir les habitants de la région, les habitants de la France. Il faut quand même J'ai l'impression que l'agriculture française, elle doit se moderniser. Elle est en train de le faire. Hein. Il y a vraiment des gros efforts qui sont faits. Et j'ai l'impression qu'il faut favoriser les structures un peu de taille intermédiaire. Ça me fait un rapprochement avec le modèle économique, le modèle industriel allemand, où c'est des entreprises familiales de moins d'entre 20 et 50 salariés. Et c'est très dynamique, c'est très réactif. Et je trouve que l'agriculture française manque de ce type de structure. Et surtout, ce n'est pas une structure qui est mise en avant par les médias. On parle beaucoup des très petits producteurs, il y a les très gros producteurs. Mais aujourd'hui, on met en avant les autres réseaux de distribution. Voilà. Et après, il y a tous les efforts en termes de certification, d'amélioration des... Une dernière question. Alors, est-ce qu'il y a un système de distribution idéal ou est-ce que c'est la pluralité du réseau de distribution qui peut être une solution pour l'avenir? Et là, je vous pose la question à tous les quatre et vous avez moins d'1 minute chacun pour y répondre. Monsieur Laureau. C'est facile pour moi. Nous, on défend la diversité depuis l'origine, depuis 60 ans, donc on pense que c'est la diversité. Est-ce que c'est la même question que pour l'énergie? Faut-il un seul mode de production énergétique? Est-ce que ça ne va pas créer des dérives? Forcément, ça créera des dérives. Donc le bouquet de solutions qu'on propose, nous, on pense que c'est pas loin d'être l'idéal d'avoir la diversité, cette diversité et la maîtrise par les producteurs. C'est ça un petit peu? Autant que faire se peut, une maîtrise des producteurs. Monsieur Fage-Galtier. Après, le système de distribution est une chose, mais le défi quand même que vont relever les agriculteurs, ça va être le changement climatique et de nourrir les habitants. Les habitants de cette planète qui, en termes de nombre, ne cessent de grossir. Et là, je n'ai pas de doute. C'est un bon thème pour l'année 2022 qu'on abordera effectivement. Quel est l'avenir, quelle est l'agriculture de demain face effectivement au changement climatique et à une population toujours plus grandissante. Monsieur Marcon, justement sur cette diversité des réseaux, est-ce que c'est la solution demain pour que les producteurs puissent tirer leur épingle du jeu et être le mieux rémunérés possible? Mais évidemment, parce que ces structures-là, elles existent de par justement leur fonction. C'est le fait de pouvoir nourrir les gens qui ont amené ces structures à exister. Maintenant, ces structures, ça dépend comment on les regarde et ce qu'on veut faire dire à son analyse. Je sers des centrales d'achat en tant que particulier. Et mon produit est un circuit court. Car je sers la centrale, il revient dans le magasin,
Ça se passe en 2 jours, c'est de l'extra frais, c'est du circuit court. Mais ce produit extra frais, on ne peut pas le comparer à du poireau qui va passer en hydrocooling, qui va être stocké dans des frigos pendant 3 semaines et qui va être redistribué au fur et à mesure des besoins. Donc la production de poireaux et la production de produits extra frais est tout à fait différente. D'accord. Donc tous ces marchés se sont adaptés aux différents produits qu'ils ont véhiculés. Et ça existe et ça a sa raison d'être. Ce qu'il faut, c'est que le producteur, en fin du compte, il ait sa rémunération. Tout à fait. Si le producteur avait sa rémunération, on n'aurait pas eu toutes ces discussions. D'accord. Monsieur Bonnefond, 2 mots, mais alors je sais ce que vous allez répondre. Vous faites déjà vos circuits de distribution sont déjà pluriels. Non, il faut. Nous, on en a négligé aucun. Ils sont tous importants, il faut tous les étudier. Nous, on est très très fiers que la même qualité de salade chez nous soit vendue dans les halles de Sète, dans les halles de Nîmes, sur les marchés de Montpellier. De la même façon pour les restaurateurs, avec des produits différents, avec des attentes et des besoins différents par les restaurateurs, pour les restaurateurs, par les semi-grossistes du marché Gare de Montpellier et par métro, jusqu'aux restaurants étoilés, jusqu'aux consommateurs de chez Carrefour. Donc il faut tous les circuits de distribution se respectent et sont importants. Alors, dernière, 30 secondes. Parmi les circuits de distribution, moi je voudrais aussi préciser que M. Bonnefond distribue des salades au Secours Populaire. Donc il ne faut pas les oublier aussi, surtout sur la ville de Montpellier où il y a une grosse préoccupation pour que la qualité alimentaire se retrouve de partout, jusqu'au Secours Populaire, à la Banque alimentaire, avec lequel on a monté des projets depuis une dizaine d'années pour qu'ils aient accès à la même nourriture que vous et moi. Juste une dernière chose, j'ai oublié un circuit de distribution. On s'y est jamais attaqué. C'est la RHD, c'est la restauration à domicile. Ça, c'est extrêmement difficile, surtout par rapport à notre propre produit à nous, où les cuisines centrales, nous, on rêverait de vendre notre salade dans les hôpitaux, les collèges de Montpellier et de la région. Mais ça, c'est très difficile. Et on n'a pas évoqué également les plateformes digitales. C'est vrai que le digital numérique, il y a aussi là des solutions d'avenir. Mais on en parlera, on y reviendra l'année prochaine ou un peu plus tard. En attendant, je vous remercie. Merci pour la pertinence de vos propos. Nous, on se retrouve à la rentrée en septembre et on parlera vendange et vin. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée.